Voiture de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Bienvenue dans Voiture de légende et vous le savez peut-être, depuis un certain temps aussi, des épreuves sur 2 roues sont organisées, des rallyes classiques avec des anciennes motos. Donc nous sommes partis quelque part pour un programme moto de légende aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, en nous rendant du côté de la principauté d'Andorre pour assister à cette belle épreuve mise sur pied par Cyril Després, l'ancien vainqueur du Dakar, l'Andorra 500. Cyril Després relançait un événement inédit, l'Andorra 500 classique, un rallye de régularité sur route, ouvert à toutes les motos fabriquées avant 1980, les nouvelles néo-rétro ou les motos modifiées style café racer. Le concept était de 3 spéciales chronométrées par jour, sur route fermée ou circuit, à parcourir à une vitesse moyenne adaptée. Et surtout entre chaque spéciale, des balades sur de magnifiques routes de montagne ou dans un paysage somptueux où les participants découvraient 2 pays et 2 cultures à forte identité, le tout dirigé par un roadbook électronique. On n'est pas bien là ? Le parcours est d'environ 220 km par jour. Chaque jour, les participants avaient un minimum de 3 tests de régularité à arrivées multiples. Le temps était pris à plusieurs endroits durant chaque test de régularité à effectuer. Quintuple vainqueur moto du Dakar et désormais au volant d'une Peugeot, Cyril reste malgré tout un grand passionné de moto en tout genre. C'est en 2014 qu'il a l'idée d'organiser une course de régularité inédite réservée aux motos anciennes dans un esprit à la fois compétitif mais surtout convivial. En plus, l'Andorre, son pays d'adoption, était le cadre idéal pour ce genre d'événement. Bon, mais humide. Tu veux que je te dise quelque chose? J'aime même le caleçon mouillé. Le parcours de l'épreuve était scindé en 2 étapes, elles-mêmes décomposées en demi-étapes et en plusieurs secteurs de nature différentes. Chacun exposait fièrement triomphe, BMW, Harley-Davidson ou autres belles 2 roues qui allaient finalement parcourir un total d'environ 500 km. L'itinéraire devait rester secret et les reconnaissances étaient interdites. Prologue et Gymkhana, petit parcours en liaison, puis petite spéciale Gymkhana avec différents petits obstacles, chicanes, cônes. Ce prologue ne comptait pas pour le classement, mais était un bon moyen de tester les motos, tester le roadbook électronique. Le Tripi contenant le roadbook électronique de la première étape était donné lors des vérifications administratives. Les suivants étaient donnés chaque matin, une demi-heure avant le départ de chaque concurrent par validation du code de déblocage du jour. Le respect de la totalité de l'itinéraire est obligatoire, le non-respect de l'itinéraire ou la possession de notes autres que celles de l'organisation pouvait entraîner des sanctions jusqu'à la mise hors course. Pendant toute la durée du rallye, les concurrents devaient se conformer strictement aux prescriptions réglementant la circulation en Andorre, en France et en Espagne. À l'entrée de chaque zone d'habitation ou jugée à risque, une case du roadbook indiquait « zone radar » et la vitesse maximum autorisée par l'organisation. Tout dépassement alertait immédiatement le PC course grâce au Tripi et entraînait des pénalités. Les tests de régularité sur route ouverte ou fermée, c'était la portion du parcours sur route comprise entre 2 contrôles horaires à couvrir dans un temps imposé correspondant à des moyennes décidées par l'organisation. Chaque arrivée du jour donnait l'occasion aux concurrents de se retrouver devant le verre de l'amitié, parler de la journée et de savourer un repos bien mérité. Les secteurs de liaison, soit la portion de parcours située entre 2 contrôles ou simple lieu de regroupement et ne faisait pas l'objet d'un contrôle de régularité. Le temps convenu pour les parcourir est libre.
La longueur minimum d'une RT, Regularity Test, est de 3 km. La première arrivée pouvant être disposée après 600 mètres de test et la longueur maximum est de 25 km. Si une zone d'habitation se trouve sur un test de régularité, celle-ci se traversait à 30 km/h. Les lignes d'arrivée de tout point de chronométrage intermédiaire n'étaient pas indiquées sur le roadbook. Elles étaient prises électroniquement par l'appareil Trippy placé par l'organisation. Les pilotes devaient parcourir les tests de régularité à l'une des vitesses moyennes proposées par l'organisation et au libre choix de chacun, moyenne, haute et moyenne basse. Elles étaient choisies par le concurrent la veille pour le lendemain et pouvaient être différentes chaque jour. La vitesse moyenne imposée par l'organisateur pouvait changer plusieurs fois sur un même test de régularité en fonction du type et de l'état des routes empruntées. Au départ de chaque test de régularité, le roadbook indiquait aux concurrents la longueur maximale du secteur. Les concurrents avaient 6 tours à effectuer, soit un tour de reconnaissance, puis un tour de référence et 3 tours chronométrés devant être égaux au tour de référence dans la mesure du possible et un dernier tour pour quitter le circuit. Au terme de cette superbe épreuve, Stéphane Peterhansel, également 6 fois vainqueur moto du Dakar, prenait la 6e place et premier de la classe custom au guidon d'une Yamaha de 1976. On trouvait sur la 3e marche du podium Édouard Vidal-Baraker-Castells et sa BMW R80, premier en classique. Alain Fro plaçait sa Yamaha SRX en seconde position. La victoire finale revenait en classe néo-rétro à la jante féminine avec Andrea Mayer sur Yamaha SR400. Belle épreuve sur 2 roues et au grand air. Vous savez qu'il n'y a pas que des motards sur 2 roues, il y a aussi des motards, en l'occurrence Julie Wood derrière nous, la célèbre héroïne de Jean Graton. À propos d'héroïne, eh bien, petit clin d'œil à ces dames, puisque nous allons nous rendre sur la route du Rallye des Princesses de Paris à Saint-Tropez. Après les vérifications et le contrôle technique obligatoire, nous sommes revenus place Vendôme, puisque c'est quand même le lieu mythique du Rallye des Princesses, où nous sommes partis 12 fois de la place Vendôme. Toutes les filles sont là, c'est la première journée, c'est toutes les vérifications. Le rallye est totalement lancé. On a surtout 160 princesses qui sont prêtes à en découdre et qui n'ont qu'une envie, c'est de partir. elles sont parties sous un petit brouillard matinal de la place Vendôme. Les 82 équipages de ce 17e rallye des princesses ont rallié Dijon, capitale des ducs de Bourgogne, au terme d'une première étape déjà éprouvante. On ferme le coffre, on oublie tout et on roule. Donc on va direction, pas direction la mer tout de suite, il faut qu'on passe par la montagne, la montagne, la montagne, la montagne, la montagne. Et puis après on verra la mer. Entre coups de foudre et averses orageuses, les princesses et leurs anciennes mécaniques ont été mises à rude épreuve dès la sortie de la capitale. Un véritable déluge de soucis a marqué une matinée agitée jusqu'au déjeuner champêtre du château de Montfort. Quelle aventure! Compliqué, mais c'est l'aventure. Et puis aujourd'hui, ça a été. Hier, on a galéré et là, on est bien. Donc on est contente. En termes de visibilité, forcément, c'est des fois très compliqué, surtout sur les spéciales. Mais bon, c'est super. L'après-midi déjà nettement plus sec a permis à l'ensemble de cette charmante caravane de reprendre ses esprits sur un superbe tracé. De magnifiques petites routes serpentant dans la région bucolique et chargées d'histoire. Le champ de bataille légendaire du chef de guerre gaulois que fut Vercingétorix et la source de la Seine nichée dans un havre de verdure non loin du hameau de Flavigny-sur-Ozérin. Autant dire l'arrivée à Dijon au terme de ce premier exercice fut accueillie avec soulagement par la majorité des princesses, certes fatiguées. Des paysages à couper le souffle, des tests de régularité exigeants et techniques, cette deuxième étape du rallye des princesses, tracée entre Dijon et Évian, a vraiment tenu toutes ses promesses. La météo capricieuse semble avoir décidé d'accompagner les équipages dans leur périple extraordinaire vers le sud. En fin d'après-midi, les sourires de satisfaction et de bonne humeur faisaient plaisir à voir à l'arrivée des voitures dans le parc fermé installé sur les bords du lac Léman.
De Bourgogne en Savoie, en passant par les décors de la Bresse et du Jura, toutes en ont pris plein les yeux. Que la montagne est belle, c'est magnifique. Et moi, c'est du régal pour moi, quoi. Je m'amuse beaucoup, c'est tout à fait ce qui me convient, en tout cas ce qui convient à la voiture. Bon, la copie ne dira pas forcément la même chose, mais moi j'adore. Ça fait un super resto ce midi, un endroit magnifique. Donc c'est parfait. La plus alpine des étapes de ce 17e rallye des princesses, entre Évian et Courchevel, avait des petits airs de grandes classiques du Tour de France. Au programme du jour, un menu montagnard avec col à gogo, montée abrupte et descente vertigineuse, enchaînée avec mince stria par des équipages toujours enthousiastes. Le tout bien sûr dans l'esprit de compétition et de convivialité caractéristique de cette épreuve hors du commun. La pluie est venue encore ajouter quelques gouttes de difficulté en arrosant parfois copieusement les massifs au passage des princesses. Le soleil réchauffa timidement certaines portions du parcours au plus grand plaisir des équipages. Passé la mi-course, sportivement parlant, cette édition 2016 a vécu quelques rebondissements en tête du classement. Il faudra attendre jusqu'à l'arrivée finale, le jeudi après-midi à Saint-Tropez, pour en établir le palmarès définitif. Tant pour la victoire que pour les places d'honneur, la lutte fut particulièrement serrée jusqu'au bout. La 4e et avant-dernière étape du rallye aura été celle de tous les contrastes. Laissant derrière elle la pluie et le froid, les princesses ont quitté les Alpes, le froid et la pluie, non sans l'ascension de quelques cols mythiques pour rallier la Provence sous un soleil certes timide, mais une chaleur bien plus de saison. Maintenu en dépit de l'annulation obligatoire pour cause de fermeture du col de la Madeleine, le deuxième RT de la matinée dans le col du Glandon aura été déterminant dans la lutte au sommet. La météo a vraiment pas été clémente depuis le début du rallye, donc là le soleil ça fait du bien. Après le déjeuner ensoleillé sur les hauteurs de Gap, les 2 RT de l'après-midi menant vers Malmort et le domaine de Pont-Royal, tracés sur les petites routes provençales, auront fini de départager les équipages à la veille de l'arrivée tant attendue à Saint-Tropez. Le rallye n'est pas terminé puisque 3 RT attendent encore les princesses le matin dans l'arrière-pays avant le déjeuner au domaine de Peyrassol et la liaison vers le podium final. Saint-Tropez s'est paré de roses pour accueillir ce 17e princesse. Le podium final dressé à l'ombre de la place des Lys fait pétiller le champagne pour des équipages enchantés par une semaine passée à sillonner les plus belles routes de France. Certes éprouvé par 5 étapes exigeantes et copieusement arrosé par une météo capricieuse, et d'avoir exaucé un rêve tout au long des 1600 km, particulièrement difficile, les quelques 80 équipages, toujours en course, ont goûté aux joies d'une arrivée triomphale à la sortie de 2 ultimes RT. Une délivrance pour celles qui, depuis le départ de Paris, se battent avec le chrono et la mécanique pour se hisser au plus haut dans ce classement général final. Mais tant les lauréates que les dauphines, toutes aujourd'hui, peuvent savourer le plus simplement du monde la joie d'une arrivée finale dignement fêtée dans la baie de Saint-Tropez. Passons maintenant à un rallye du championnat d'Europe FIA, des épreuves historiques, le rallye des Asturies dans le nord de l'Espagne. On va y assister à la victoire au classement de régularité d'un équipage luxembourgeois, figurez-vous, Crucifix et Lambert, mais surtout d'un pilote, un ancien pilote professionnel, une star de la discipline, le français Eric Comas, qui s'est imposé, lui, au volant de son impressionnante Lancia Stratos. Dans la matinée, la ville d'Oviedo a été la star avec les contrôles et la cérémonie de départ sur la plaza de Porlier, avec vue sur la cathédrale, puis direction Pravia, avec 4 spéciales qui constituaient la première des 2 étapes du rallye.
le Français Eric Comas pouvait aller dormir en tant que leader du 8e rallye historique des Asturias après avoir remporté le scratch de 4 sections. L'équipage formé par l'ancien pilote de F1, Eric Comas, et copiloté par Yannick Roche sur Lancia Stratos HF concluait la journée et obtenait une avance de 9 secondes 2 sur l'Espagnol Daniel Alonso, Ford Sierra RS Cosworth, qui a roulé très proche du Frenchman pour arrêter le chronomètre avec seulement 8 dixièmes au second passage dans la section de Pravia. Le champion actuel européen et vainqueur du rallye l'an dernier, l'Italien Pedro, était 3e à 19 secondes derrière le leader. Quant à la régularité, le classement général au terme de cette première journée du trophée FIA était dirigé de main de maître par Josep Maria Molas et Laura Pedrosa, Renault Alpine A110, précédant le luxembourgeois Christian Crucify sur Ford Cortina GT. La deuxième étape débutait en soirée à 20h30, heure du départ des premiers participants, située à l'assistance de Penolan. Les équipes devaient faire face à 3 boucles de 3 sections chacune pour atteindre le chiffre de 13 étapes spéciales qui composaient le rallye historico. Comas n'a laissé aucune chance à ses rivaux directs et a ajouté 10 scratchs au cours des 2 étapes du rallye Asturia Historico sous un climat excellent avec un ciel clair et des températures estivales. Jusqu'à la dernière étape, l'équipe française de Serge Cazot et Vincent Clavier à bord d'une autre Ford Sierra Cosworth ont fait un magnifique rallye et dans certains cas mettaient en difficulté le second placé, Daniel Alonso, mais une sortie de route à 4 km de l'arrivée dans le dernier tronçon allait faire perdre une 3e position qui semblait assurée en faveur de Jesus Ferrero et Ravi Anido. Dans la classe régularité, la victoire dans le trophée FIA revenait après une belle course-poursuite à Christian Crucify, accompagné par Joseph Lambert, qui avec leur Ford Cortina GT devançait finalement le pilote espagnol Josep Maria Molas et Laura Pedrosa et leur belle Alpine Renault. On traverse la Méditerranée maintenant, direction le Maroc pour la belle épreuve historique organisée par Yves Loubet. Ce rallye du Maroc historique avec des vues, vous allez le voir, à couper de souffle et des images que nous dédions à notre ami Jean-Pierre Mondron, récemment disparu. Belle victoire de Bernard Baril, associé au pastier Patrick Chiappe. C'était dans le sud marocain au terme d'une semaine de grosses bagarres entre les 58 engagés de la 7e édition du rallye du Maroc historique. En effet, les premiers jours, les concurrents ont dû subir des pluies incessantes qui sont venues perturber les conditions de course et ont fait beaucoup souffrir mécanique et assistance. Heureusement, le soleil est revenu à partir du 3e jour. Plus compacte que l'année passée, cette version 2016 se voulait tout aussi magnifique, bien que très différente. Elle reprenait un axe nord-sud avec 6 étapes entre Rabat et Agadir. Moi j'aime bien la boue, donc j'ai adoré cette journée en fait. On voit le Maroc d'une autre façon aussi et c'est sympa.
Les connaisseurs savent bien qu'une course automobile ne se gagne que sur la ligne d'arrivée et Grégoire en a fait la triste expérience. Prenant la tête du rallye dès la première étape, il ne lâchera définitivement que lors de son abandon dans l'avant-dernier chrono. La mécanique de sa redoutable Nissan 240 RS a trahi son pilote qui pensait pourtant tenir sa 3e victoire sur le Maroc historique. Grégoire de Mévius et Alain Guéhenec remportaient néanmoins le prix du meilleur performeur en ayant signé 6 meilleurs temps scratch. Le trophée du regretté Piero Landreau était pour eux et ils ont de quoi être fiers de leur course. Autre Belge en liste, Bernard Munster, qui remettait son titre en jeu, se classait quant à lui à la 9e place. C'est donc Bernard Baril, copiloté par Patrice Chiappe sur Talbot Sunbeam Lotus, qui après s'être placé régulièrement dans le top 5 avec plusieurs temps scratch, s'imposait finalement dans cette édition 2016. Et alors là, je suis heureux, mais je n'ai même plus les mots. Ils sont suivis à la seconde place par Perez Volta sur Ford Escort RS MK2. La Ford Escort de Lacaze Morel monte sur la 3e marche du podium. Tous saluent à nouveau l'organisation parfaite d'Yves Loubet qui pouvait être heureux sur l'arrivée le samedi à Agadir Paradis Plage. Il a réussi encore une fois à offrir un rallye d'une réelle qualité et à réunir un plateau exceptionnel de concurrents. Très bien. La place nous manque malheureusement dans cette émission pour évoquer le rallye Megève-Saint-Tropez ou encore le rallye des Vosges que notre ami Joseph Lambert nous présente brièvement. Rendez-vous au mois d'août avec le reportage complet de ce magnifique rallye. Voilà pour cette dernière émission Voiture de légende avant les vacances qu'on vous souhaite excellente sur la route naturellement. Profitez évidemment du beau temps revenu pour sortir vos ancêtres. Beaucoup d'événements, beaucoup de rallyes, beaucoup d'épreuves en circuit aussi. Le Mans classique naturellement. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures vrombissantes avec nos partenaires newsclassicracing.com et le magazine Rétrocourse. Bonne route et bonnes vacances. Voiture de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.